Merci de nous avoir rejoints pour cette heure de débat justement sur la façon dont on veut promouvoir l'égalité hommes-femmes, évidemment dans l'éducation, ça ne pourra pas échapper, dans l'entreprise, dans le métier de la tech. Et c'est vrai que ça fait, on ne va pas se mentir non plus avec nos invités sur ce plateau, plusieurs semaines qu'on se rencontre par panel interposé pour justement creuser cette question de l'égalité hommes-femmes dans les filières, dans les métiers tech, sciences et évidemment aussi. Et on se lit à chaque début de panel, il y a un nombre de chiffres assez considérables qui sont surtout en cette semaine du 8 mars détaillés dans la presse, mais pas que, aussi par énormément d'associations et d'initiatives. Et on se dit qu'à chaque fois, on fait le même constat. On va essayer d'aller un peu plus loin, de trouver des solutions pour vous ici ce soir. 1 heure en effet avec un débat. Vous aurez la possibilité d'interpeller et de poser vos questions à nos invités sur la fin du panel. On réservera un temps justement d'échange pour que vous puissiez le faire. Je vais tenter de vous les présenter. Allez, je les connais bien quand même. Claudine Schmuck. Claudine, je ne sais pas si je dis tu ou vous. Je tutoie tout le monde avec vous. Claudine, tu es donc directrice générale de Global Contact. Tu es surtout une des premières femmes de tech à s'être intéressée à ces fameux chiffres en montant GenderScan, qui est une étude absolument formidable, qui en général paraît au mois de septembre, tous les ans, pour donner une photographie à l'instant T des métiers, justement, et des femmes, leur place dans les filières tech. Claude Roiron, haute fonctionnaire, si l'on veut, à l'égalité filles-garçons pour l'éducation nationale, là aussi, énormément de choses qui sont en train de bouger du côté du ministère. Oui, ça prend du temps, mais les solutions arrivent. On va continuer à en parler. Laurence Moncoyer, tu es présidente de l'association Winning Girls. Tu es évidemment aussi une des grandes professionnelles de ces métiers. Winning Girls, c'est cette initiative absolument, là aussi, formidable. Je vais avoir que des mots extrêmement formidables. C'est avec ce vocabulaire parce qu'elles font un travail qui est phénoménal. Winning Girls, ça permet justement à des collégiennes, à des lycéennes et aussi des étudiants post-bac de pouvoir toucher du doigt ce que sont ces métiers, les métiers vers lesquels elles pourraient s'orienter, mais n'ont peut-être pas eu l'idée jusqu'à présent parce qu'elles n'ont pas rencontré les bonnes personnes sur leur parcours, et de pouvoir justement les inspirer avec ces rencontres et ces compétences, soft skills, plus que hard skills. Peggy Vicomte, déléguée générale de Flamet Numérique, et là aussi, formidable assise, il y a 15 jours, les premières assises nationales de la féminisation des métiers et des filières du numérique que tu as portées à Bercy, avec un certain nombre d'entre nous ici aussi autour de cette table, et on a pu aborder là aussi des solutions. Tu nous parleras notamment de la feuille de route que Flamet Numérique déploie avec d'autres associations des professionnels justement du numérique et de l'entrepreneuriat pour faire changer les choses. Thierry Sonalier, vous êtes le seul que je vais vous voyez, tiens, parce que je ne connais pas encore ça, trop bien pour le faire. Allez, je vous tutoie quand même. Président de Solinvest, c'est un fonds d'investissement qui regroupe un nombre d'entreprises assez impressionnant. Non. Non, ok. C'est ma petite société, tout simplement. Mais j'ai été cofondateur d'un fonds d'investissement et je suis ce qu'on appelle un dirigeant de crise. Un dirigeant de crise. Alors, je sais que vous regroupez notamment au sein du groupe l'entreprise de Thierry Marx sur la partie école, justement, de boulangerie-pâtisserie. Toujours pas. J'ai effectivement eu le plaisir de travailler dans la boulangerie de Thierry Marx, où Thierry conduit une expérience très intéressante avec Cuisine Mode d'Emploi, qui permet à des jeunes qui ne sont pas toujours dans des bonnes filières, ou qui n'ont pas trouvé de filière, de pouvoir trouver un emploi à l'issue d'une formation en semaine, notamment dans l'univers de la boulangerie ou de la pâtisserie, mais ils le font aussi dans l'univers de la communication avec Mathilde Lecotet. Et également Jardiland, qui a occupé les Jardiland, mais qui m'a occupé le temps de sa restructuration et d'un travail assez conséquent, notamment sur l'équilibre homme-femme. C'est très compliqué de trouver une jardinière. C'est un produit, ça n'est pas une femme, mais par contre on trouve des jardiniers. Et on n'a pas féminisé ce mot-là. Et bien justement, on va en parler, ça tombe bien. Figurez-vous, vous parliez justement de gestion de crise en tant que dirigeant. On va se demander si on est en crise réellement sur justement l'accession des femmes et des filles à ces filières et à ces métiers du numérique, mais pas que, aussi des sciences, bien évidemment. J'ai envie, pareil, je vous disais qu'on ne va pas démarrer avec un chiffre, mais on va quand même démarrer avec un chiffre. En France, un étudiant sur 3 est une étudiante. Est-ce que c'est encore normal aujourd'hui? 77% des femmes estiment être sous-payées dans la tech. Est-ce que c'est normal encore aujourd'hui? Il y a une litanie, encore une fois, de chiffres qui nous sont proposés notamment cette semaine du 8 mars. Comment est-ce qu'on essaie d'aller plus loin que ces photographies instantanées? Encore une fois, Claudine, tu connais les chiffres par cœur parce que tu as été la première à pouvoir mettre des chiffres sur ces mots MOT et MAUX. Aujourd'hui, ça te semble encore une bonne chose d'avoir des baromètres. Il faut encore prendre le coup de l'état de la féminisation et des filières de ces métiers.
Écoute, oui, je pense que c'est plus que jamais nécessaire, parce que en fait, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que quand on ne compte pas, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on ne peut pas cranter un progrès, on ne peut pas cranter une évolution, on ne peut pas mesurer ce qui se passe. Un chef d'entreprise, s'il ne suit pas son chef d'affaires, il est un peu perdu. Nous, si on veut voir un peu comment ça progresse, il faut bien qu'on suive l'évolution des effectifs et comment ça se passe. Alors, sur la situation des femmes dans les filières scientifiques et techniques, je pense que l'important, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance que vous avez des uns et des autres, mais même sans un chiffre, juste un processus. Un processus tout simple, c'est ce qui se passe pour l'accès. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est tout petit, quand on est par exemple, quand on a 3, 4, 5 ans, on considère qu'on est encore tout petit, à cet âge-là, il n'y a pas trop de différence entre les filles et les garçons. Globalement, quand on regarde ce qui se passe pour les filles et les garçons au primaire, dans les petites classes, il n'y a pas de gros écarts en mathématiques entre les filles et les garçons. Et puis quand on monte au CE1, quand on monte au CP, d'ailleurs peut-être que Claude pourra évoquer ces chiffres, ça y est, il y a de premiers écarts qui se manifestent. Et petit à petit, plus la prise de conscience d'un certain nombre de stéréotypes augmente, et plus on voit un écart filles et garçons qui se manifeste. Et qui se manifeste pourquoi ? Parce que globalement, ce qu'on observe, c'est qu'en France, comme dans d'autres pays développés, on n'encourage pas beaucoup les filles dans ces domaines. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de stéréotypes qui sont véhiculés par la société, par les parents, bien souvent, mais par les enseignants aussi, et qui font qu'on n'encourage pas beaucoup les filles dans ces matières. Et la preuve la plus flagrante, c'est, par exemple, en troisième, à résultats égaux, filles et garçons, on va conseiller 2 fois plus souvent à un garçon de faire une filière scientifique qu'à une fille. Bon, et alors ce processus, ça veut dire qu'on est 50-50 au début, et c'est ce qu'on appelle le leaky pipeline, le tuyau percé, c'est une très jolie métaphore, je n'ai pas trouvé la bonne traduction. Donc les talents s'évaporent petit à petit, d'accord ? Et donc typiquement, lorsqu'on passe du bac à l'enseignement supérieur, ça chute encore. Déjà, là ce qui est malheureusement en train de se passer, je suppose que Claude reviendra dessus plus spécifiquement, mais aujourd'hui, il faut savoir que par exemple dans le domaine du numérique, on a dans la filière NSI en première, 1,5% de filles qui choisissent de s'orienter vers cela. NSI pour numérique, sciences et techniques, pour ceux qui ne seraient pas extrêmement en première, donc moins de 2% des filles s'orientent donc vers la filière d'études informatiques en première. Et hélas, cette proportion est divisée par 3 entre la première et la terminale. Donc vous imaginez bien que quand vous dites que vous avez des problèmes pour recruter, ce n'est pas tout à fait surprenant. On est dans une situation où il y a un goulot d'étranglement. Mais, malheureusement, ça ne s'arrête pas là, ce phénomène d'attrition des compétences, parce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rentre dans les métiers des STEM, etc. Ce qu'on a mis en évidence, nous, en 2016, c'est qu'on a 40% des femmes qui quittent ces métiers dans les 10-15 ans qui suivent leur prise de fonction. D'accord ? Alors, quand j'ai sorti ces chiffres en 2016, on a regardé avec des gros yeux. Vous savez, comme dans un cartoon, là, on avait le boum, 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 le loup qui fait des yeux qui partent dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, avec un protocole de recherche différent, Harvard, MIT ont sorti des chiffres identiques. Pourquoi ? Et ça, je pense que c'est un sujet extrêmement important aussi qu'il faut aborder, parce que quand on regarde la suite des solutions, il faut bien avoir conscience de l'intégralité du problème. Parce que être une femme dans l'estime aujourd'hui, c'est pas toujours si facile que ça. C'est même parfois un petit peu compliqué, on a un rythme de vie, on a une pression qui n'est pas forcément simple à gérer. Et donc moi, le premier combat que j'ai mené avec l'étude, c'était de développer des données, mais pas pour avoir plein de chiffres dans tous les sens, pour identifier des leviers. Comment est-ce qu'on fait que, quand on est une femme dans ces milieux, dans ces secteurs aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour développer des process qui font que on ne va pas partir, on va les garder avec nous. Donc ça, c'est le premier objectif. Parce que c'est bien d'attirer davantage de femmes vers ces métiers, mais si on continue à avoir 40% de femmes qui les quittent, c'est un peu l'histoire du saut percé, quoi. D'accord ? Donc c'est pas très judicieux. Donc je pense qu'il faut aussi montrer, démontrer, s'adresser aux entreprises pour que petit à petit, elles développent des processus qui vont permettre que, tout simplement, par exemple, être une maman, ça se concilie avec le fait d'avoir une vie active. On en fait toute la preuve, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule, parce que nous avons une maman parmi nous en ce moment. Et donc,
on a tout été, on était comme ça, donc on est multitâche, on travaille, etc. C'est pas parce qu'on a un bébé à un moment donné qu'on travaille moins bien, et quand on revient, on a autant d'appétit au travail. Il y a plein de stéréotypes, il y a plein de biais c'est une loi aussi, sur les femmes enceintes qui sont erronés. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à développer en entreprise, et c'est là-dessus qu'on parle beaucoup. Donc typiquement, on a eu beaucoup de discussions avec le ministère de l'égalité femmes-hommes sur, dans la loi égalité qui a été annoncée, dans le dispositif qui a été annoncé par le gouvernement hier, on a fait passer beaucoup d'idées sur comment est-ce qu'on prend en compte ces éléments, parce que ça ne sert à rien de faire venir davantage de filles si c'est pour que 50% d'entre elles s'en aillent après. Donc ça, c'est le premier point. Puis après, donc, vraiment, il faut agir là-dessus. Et après, il faut arriver aussi à rectifier le tir et à restaurer une égalité des chances dans l'appétence pour ces métiers. Et restaurer une égalité des chances dans l'appétence pour ces métiers, c'est les faire rêver, c'est mettre des étoiles dans les yeux, et c'est l'objectif d'opérations qui seront évoquées par Femmes et Numérique pour le numérique, mais c'est des opérations aussi qu'on monte avec l'Estime, avec Science Factor, dont Gunowa est partenaire, etc. Il faut globalement recommencer à les faire rêver, et pour les faire rêver, il faut redonner du sens. Voilà, et je ne vais pas répondre à votre temps parce qu'on est nombreux, donc déjà je vais monopoliser pas mal la parole. C'est déjà beaucoup de réponses, une réponse en effet. J'ai envie justement de retourner cette question à Claude en effet, parce que c'est vrai que, et même pour moi qui commence à travailler sur ces sujets depuis un an, je commence à y voir un petit peu plus clair aujourd'hui, mais parfois on a l'impression qu'il y a finalement peut-être un manque de cohérence entre ce que le ministère de l'Éducation peut prendre à bras-le-corps des classes de maternelle jusqu'au lycée, et puis la façon dont ça peut s'enchevêtrer ensuite avec l'enseignement supérieur et la recherche, où, évidemment, on parlait tout à l'heure du tuyau qui perce avec ses petits plops, qui laisse ces femmes enveloppées au bord de la route. Comment est-ce que justement on peut réussir à raccorder? Si un pipeline, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut remettre justement des talents dedans. Alors, il n'y a pas que des raisons de désespérer. Hier, l'Éducation nationale, qui est un ministère qui est très évaluateur. On ne le sait pas assez, mais parmi les ministères en France, nous sommes celui qui produit le plus de chiffres sur nos propres fonctionnements, et beaucoup de nos chiffres sont genrés. Et de plus en plus, on fait en sorte, moi je travaille sur ces questions-là depuis près de 3 ans maintenant, on fait en sorte que de plus en plus d'indicateurs soient genrés. Bon, alors en même temps, ça veut dire qu'on a des photographies, pas toujours, ça ne donne pas toujours la pertinence de nos actions sur le moment où nous les menons, mais enfin, ce sont quand même des outils de pilotage d'un système éducatif qui est quand même très, très complexe, puisqu'il y a 1 million de personnels, dont 860 000 enseignants et plus de 12 millions d'élèves. Souvent, on dit que c'est la 3e organisation du monde, après les chemins de fer indiens et l'armée rouge. Bon. L'armée rouge, on voit aujourd'hui ce que ça donne, donc parfois ça fait un peu froid dans le dos, mais enfin, je donne quand même cela pour expliquer que sur un système comme ça, c'est très complexe, et qu'il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour faire changer une organisation si complexe, dont les politiques se mesurent non pas à l'échéance d'un ministre qui en général dure 2 ans, 3 ans, parfois même 5 ans dans le meilleur des cas, mais à échéance de 10 ans, sur des générations d'élèves, 10 ans voire 15 ans. Bon, je le dis parce qu'il faut resituer le débat dans ce que c'est. Et je dis qu'on n'a pas des raisons de désespérer, parce qu'hier on a sorti comme chaque année un petit fascicule qui s'appelle « Sur les chemins de l'égalité », qui est donc produit par notre administration, qui est l'administration qui fait nos statistiques et nos évaluations, et on augmente légèrement quand même le nombre de filles qui s'orientent en LSI, dans le numérique. C'est un point, mais on est quand même dans le bon sens. On augmente aussi le nombre de filles qui s'orientent dans les mathématiques, de environ 1 point. Et elles sont moins nombreuses à les abandonner de la première à la terminale. Une cohorte de baccalauréat, c'est entre 700 et 720 000 élèves par an. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez... qui portent sur des grosses masses quand même. Et puis, comment est-ce que l'on peut mieux emboîter l'enseignement supérieur et la question de l'enseignement scolaire? Je crois qu'il y a plusieurs sujets là-dessus. Le premier sujet, c'est qu'il faut mieux faire connaître à nos élèves ce que sont les métiers d'aujourd'hui, en particulier les métiers du numérique, c'est-à-dire que l'on sorte des stéréotypes de genre que véhicule la société.
puisque, contrairement à ce qu'on pense, l'école n'a jamais fait changer la société. Ça, c'est, le mythe français. C'est, je dirais, un fantasme français, qui est très français, parce que l'école, elle est dans le discours national, elle est au creuset de la République. Et voilà. L'école, elle change quand la société change, et non pas l'inverse. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est très gêné par les stéréotypes de genre qui portent sur l'informatique, le numérique, le geek, le codage, le geek asocial, etc., etc. Or, aujourd'hui, on ne peut pas laisser de côté la moitié de la population dans la transformation numérique de la société, on ne peut pas se priver de tous ces talents-là, et on ne peut pas non plus fonctionner seulement sur des clichés. Et donc, il est très important d'ouvrir les portes et les fenêtres pour que l'on puisse trouver des partenaires divers pour montrer ce que sont les métiers du numérique. Alors, il y a les métiers de la tech proprement dit, où nous sommes en France un nombre anormalement bas de femmes dans la tech, mais ici des gens plus compétents que moi pourront le dire, mais aussi que la plupart des métiers seront impactés par le numérique, à peu près 80%. Donc, voilà. Donc il faut qu'on puisse mieux faire connaître à nos élèves ce que sont les métiers d'aujourd'hui et de demain. Mais là-dessus, il y a des solutions Donc, très pragmatiques. maintenant, il y a des solutions très pragmatiques, puisque non seulement dès la 5e, on va s'atteler à ce sujet-là, c'est-à-dire que le ministre, le président de la République et le ministre ont choisi que dès la 5e, on commence à travailler sur une meilleure exposition aux métiers pour nos élèves. Ça ne veut pas dire qu'ils vont choisir leur métier, mais ça veut dire que peut-être on pourra les ouvrir à des métiers auxquels ils n'ont pas pensé parce qu'ils ne sont pas dans la sphère d'activité de leur famille. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. On va installer l'enseignement du numérique dès le collège, alors que là, l'enseignement du numérique spécifiquement, il est dans le socle commun un peu en seconde, mais il est surtout dans les enseignements de spécialité en première et en terminale. Donc c'est un peu tard pour se familiariser avec ces questions-là. Et puis aussi, ce que nous essayons de faire avec tous nos partenaires, c'est de développer le tutorat, le mentorat, l'accompagnement de nos élèves, et en particulier de nos élèves filles, par des entrepreneurs, des entrepreneuses, parce que le tutorat et le mentorat, ce n'est pas nécessairement des filles qui accompagnent des filles. Ça peut être des garçons qui peuvent, des hommes qui accompagnent, qui donnent de la confiance, du sens aussi. Les filles, elles ont besoin aussi de ça, on le sait, de donner plus de sens. Les filles, voilà. Les garçons aussi, mais quand on demande à un jeune garçon ce qu'il veut faire, il dit en général, moi je veux être chef et je veux gagner beaucoup d'argent. C'est pas tout à fait ce que dit une fille quand elle se projette dans son métier. Ça, on le sait. Donc, voilà. Et donc, pouvoir généraliser le mentorat, le tutorat, l'accompagnement sur le long terme, parce que c'est pas de leur parler uniquement d'Ada Lovelace ou de Marie Curie, qui a été quand même la seule femme à obtenir de prix Nobel au monde, que l'on va pouvoir créer des modèles d'identification. Il faut qu'il y ait des modèles d'identification avec soit des modèles proches, soit des pairs, soit des étudiants d'université, soit des étudiants et étudiantes des écoles d'ingénieurs. Donc, on fait des expérimentations sur ce sujet pour pouvoir nous rapprocher de l'enseignement supérieur, etc., des écoles d'ingénieurs, où les filles sont à peu près entre 20 et 25%, 25-28, dans 29, dans celles qui accueillent le plus de filles, pour que justement on puisse avoir des partenariats plus étroits entre l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire. On a même créé un dispositif qui n'est pas très connu, qui s'appelle le CPES, qui est un dispositif à cheval sur l'université et l'enseignement scolaire. C'est-à-dire qu'on fait une licence, on commence dans un lycée, et petit à petit, on s'intègre aux enseignements de l'université et on bascule progressivement à l'université. Voilà, ce sont des dispositifs qui ne sont pas encore très connus, du grand public du moins, parfois même de l'institution elle-même, parce que la communication c'est compliqué, voilà. Mais petit à petit, on a fait sortir ce sujet-là, la question... On l'a fait d'ailleurs avec tous les partenaires qui sont autour de la table, en particulier, bien sûr, Peggy et Claudine, avec qui nous travaillons d'arrache-pied sur ces sujets-là depuis déjà quelques temps. On en a fait un vrai sujet parce que la plupart de nos enseignants, qui sont quand même des enseignantes, 73% de nos personnels sont des femmes. À l'école maternelle, c'est 84%. À l'école élémentaire, c'est 81%. Dans le second degré, c'est 69%. Donc très genré selon les disciplines, évidemment.
beaucoup de nos enseignants n'ont pas conscience qu'il y a des sujets sur ces questions-là. C'est-à-dire comment on incite, comment on donne confiance, que disait tout à l'heure très justement Claudine, aux jeunes filles, comment on leur donne l'envie aussi de s'intéresser aux sciences dures, aux mathématiques et aux sciences du numérique, sachant qu'on a véritablement en France une élévation du niveau de qualification scientifique des filles, mais elle se fait par les sciences du vivant, c'est-à-dire par la médecine, on parlait tout à l'heure vétérinaire, etc., parce que ça correspond à l'ère des soins, etc., qui fonctionne comme un stéréotype de genre immuable, mais qui est quand même une création du 19e siècle, il faut le savoir. Il faut aussi apprendre à dégenrer les métiers voilà. du cœur dans il faut travailler sur la question des stéréotypes de genre. Il faut qu'on réfléchisse, d'ailleurs c'est le souci du ministre, que l'on réfléchisse sur comment on peut... Les stéréotypes de genre sont des constructions sociales, donc il y en a forcément dans toute société. Mais comment on peut, les repérer, et essayer de les dépasser quand ils sont pénalisants dans l'orientation des filles, dans les choix qu'ils font, et je dirais stratégiquement pénalisants pour l'ensemble de la nation. Et justement, c'est tout le travail que fournissent Laurence avec Winning Girls et Peggy avec Femmes Numérique. Peut-être un détour par justement Winning Girls avec toi, Laurence, d'abord. Le fait justement de pouvoir inspirer à la fois ces collégiennes, ces lycéennes, ces étudiants de post-bac, le fait de leur donner aussi à découvrir une étendue possible de métiers auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé pour un nombre qu'on vient de citer assez incalculable de biais parentaux, d'orientation, parfois scolaire aussi. C'est leur donner une chance supplémentaire d'avoir le choix avant tout. Tout à fait. Effectivement, pour emmener et faire rêver, parce qu'il y a vraiment une problématique de rêve, autant tout ce qui est les grandes marques du luxe arrivent à faire rêver, parce qu'elles sont scotchées en permanence à scroller sur leur téléphone portable sur de très belles images. On a effectivement une difficulté à ce que le secteur du digital et de la tech arrive à rivaliser en fait avec des images qui donnent effectivement envie. Donc ce qu'on a fait nous à Winning Girls, c'est que pour donner envie et donner à rêver, on essaye de se faire inviter dans des endroits, alors on est sortis elles viennent toutes du lycée, je les sors de l'éducation nationale et je vais chercher des endroits magnifiques comme celui-là. Je remercie Noël de m'avoir effectivement invité à l'occasion des vacances de février pour faire notre 6e édition de la prépa de leadership. Le fait de venir dans des endroits comme ça, de voir du beau, de voir effectivement qu'on est sur des choses très dynamiques et pas du tout effectivement l'image que l'on a dans le cinéma où effectivement le gars il habite dans un garage, il mange des conserves avec des fils qui pendent, etc. Enfin vous avez tous vu ça, ça donne pas envie. Deuxièmement, lorsqu'on visite effectivement, une fois j'ai amené une édition dans une école de tech et pour voir à quoi ressemble une piscine, à quoi ressemblent les locaux, etc. Et à la fin, le directeur me dit « Bon, Laurence, il y en a combien qui vont s'inscrire ?» Je lui dis « Je suis désolée, mais je crois que les filles ont fait 3 pas en arrière parce que la partie, les locaux, ne leur tendez pas la main, ne leur disait pas « on t'attend ». Non, c'était un univers extrêmement froid, extrêmement masculin, il n'y avait pas une plante verte, effectivement. Les murs, très important, non, mais il n'y avait pas oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de jardinière non plus. Et en fait, il n'y avait pas d'élément un peu chaud, un peu chaleureux qui fait qu'on vous dit mais on t'attend, mais viens, qu'est-ce que tu fais, on t'attend. Et donc, effectivement, il n'y avait pas d'inscription. Donc effectivement, il faut des lieux qui donnent envie aux filles de venir. Ensuite, ce qu'on fait aussi à Winning Girls, c'est qu'on profite d'une technologie qui s'appelle le no-code, que vous connaissez peut-être. Donc ces fameux maintenant nouveaux logiciels, nouvelles offres pédagogiques qui permettent à une jeune fille de se dire, avec un outil no-code, ce qu'on a fait ici, avec le matériel prêté par Noël, de créer une newsletter, un site internet ou une application pour faire son restaurant mexicain en 2 heures et de pouvoir montrer à ses copines, regarde, en 2 heures, j'ai été en capacité de faire une création, de faire une réalisation. Donc derrière, se dire, ah bah tiens, c'est peut-être possible, si ça c'est fun,
c'est peut-être pour moi. Parce que les filles aiment bien quand c'est fun. Alors, pour que ça soit fun, il y a une façon de les attirer aussi, c'est par la gamification. Et effectivement, ici, il y a un atelier, et je remercie Lucie de nous avoir proposé, dans l'atelier des intelligences multiples, de nous faire un atelier sur la robotique, et d'avoir des choses qui sont effectivement de la logique, en se disant, je n'ai pas besoin de savoir coder, j'ai juste besoin de savoir avec ma logique comment je fais avancer mon petit robot sur un parcours de Formule 1. Et ces ateliers, en fait, qui partent sur la gamification, les filles se disent, c'est pas des maths. Alors, il y en a quand même. Il y en a quand même, mais c'est mis dans une... Moi, quand je suis allée voir ce que c'est que le code et que je me suis aperçue, parce que les maths et moi, on ne se parle pas. Quand je me suis aperçue que ce ne sont pas des mathématiques, c'est simplement un langage, je me suis dit, je peux coder. Mais c'est à 50 ans que j'ai découvert. Donc, effectivement, quand les filles se disent après l'atelier, c'est pas des maths, c'est possible pour moi, oui, c'est possible pour toi. Ensuite, le fait de rencontrer des femmes inspirantes, des femmes qui travaillent dans la tech, et surtout des femmes qui ont monté leur boîte de tech, pour leur dire que tu peux être femme, que tu peux être dans la tech, en plus avoir la meilleure place, c'est-à-dire celle de CIO. C'est possible, oui c'est possible. Et l'avantage, c'est de permettre à ces jeunes filles d'aller dans le bureau, effectivement, de la CIO en tête-à-tête, pendant 1 heure, pour aller se parler de vrai métier, de la vraie vie, de ce que c'est que l'entrepreneuriat, le digital, la tech, on peut avoir des enfants, et puis on peut travailler sur des sujets qui répondent à des vraies problématiques. Parce que j'ai entendu parler de sens, et les filles, on les emmène si la tech permet effectivement de dire derrière il y a un sens. Même si elles veulent rester effectivement dans le care, elles peuvent derrière y mettre, en faisant ça, en apprenant ça, je vais pouvoir aider effectivement tel sujet à se décomplexifier et à trouver véritablement une solution. Ça, c'est un mindset aussi d'entrepreneur au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on a envie de craquer une solution à un problème et on va mettre en place plein de moyens pour pouvoir y arriver. Justement, Peggy, ça rejoint les travaux post-assise, première assise nationale de la féminisation de la filière du numérique, de Femmes numérique et d'autres organisations évidemment professionnelles de l'écosystème qui étaient là avec nous le 16 février dernier à Bercy. L'idée, c'est de se dire qu'on ne peut plus attendre. En effet, on se l'est dit de panel en panel, mais je vous partage avec vous, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a 12 ans de gap à combler entre le moment où les petites filles sont en primaire, vont aller au collège, au lycée, puis peut-être en école d'ingé ou dans des écoles de tech, du numérique et de l'ensemble de ces métiers, et en sortir pour en devenir de nouveaux talents et professionnels. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 ans ? 12 ans, c'est long, mine de rien. Femmes numérique ne peut plus attendre, et l'idée, c'est notamment de mettre en place un plan pluriannuel pour avoir des solutions pratiques. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a urgence. Il y a urgence dans l'accélération en fait, de ce qui est fait, parce qu'il y a des choses formidables qui sont faites depuis 10-15 ans par les associations, comme Willingers, il y en a d'autres. On a une 60aine d'associations qui sont membres du collectif de Femmes numériques et qui agissent au quotidien auprès des jeunes filles, auprès des femmes, pour qu'elles aillent dans ces métiers si elles ont une appétence ou une compétence en la matière. Alors justement, je voulais revenir sur le mot tech, en fait, parce que la tech, qu'est-ce que c'est ? Et j'en parle souvent parce que c'est important aussi de différencier les métiers qui sont numérisés des métiers numérisants. Les métiers numérisés, c'est-à-dire ces métiers qui utilisent le numérique. Et en ça, les headtech, le secteur des headtech est très intéressant parce que derrière justement le no-code, il y a en fait les métiers numérisants, c'est-à-dire ceux qui permettent de coder. Et là, on manque énormément de compétences, et notamment on manque de compétences féminines. Et donc c'est compliqué parce qu'effectivement c'est multifactoriel. Dès le plus jeune âge, Claudine l'a dit, jusqu'après, mais ça veut dire aussi que c'est pas uniquement dans l'éducation nationale que ça se passe, c'est dans sa famille, c'est avec ses copains et ses copines, et donc on doit agir, c'est avec ses grands-parents, c'est avec ses cousins, cousines, en fait c'est vraiment avec les voisins, on regarde quand on est jeune ce qui se passe autour de nous, c'est sur les réseaux sociaux, et donc qui dit multifactoriel dit aussi beaucoup de réponses. Pour agir sur tous les terrains. Et donc, tous les terrains, c'est donc l'éducation nationale, évidemment, le lien avec l'enseignement supérieur, toutes les associations. Et donc, l'idée, c'est de se demander, est-ce qu'on n'aurait pas finalement une solution là pour accélérer, pour améliorer en fait le passage de relais entre les différentes actions qui sont mises en place sur les territoires.
C'est-à-dire, si je sensibilise une jeune fille avec un stage par Winninger, comment je fais pour que la même jeune fille, l'année d'après, choisisse les bonnes spécialités? Donc, un pont avec l'éducation nationale. Une fois que j'ai choisi les bonnes spécialités, voilà, est-ce que je suis bien suivie, est-ce que je suis bien mentorée pour choisir les bonnes spécialités sur les bonnes formations, sur Parcoursup. Voilà. Donc là, on a besoin de mentors, femmes et hommes. Ce soir, 23h50. Exactement. Pour être intéressant à ça. Voilà. Et donc, voilà, donc on a proposé dans le cadre d'un plaidoyer 15 propositions qui sont structurantes et qui permettent justement d'envisager des réponses plus plurifactorielles qui sont quasiment toutes déjà mises en place en fait sur le territoire. L'idée, c'est comment on peut passer à l'échelle, comment est-ce qu'on peut sensibiliser davantage de personnes. Et moi, j'aime bien aussi l'image de dire, en fait, ça ne commence pas à la maternelle, ça commence dès l'échographie. Comment on projette son enfant, fille ou garçon. Et en fait, c'est ça en fait, qui est intéressant de regarder dans les EdTech notamment, mais dans tous les secteurs, dans la cybersécurité. Comment est-ce que on imagine la suite pour la poursuite. Tu veux répondre, j'en suis sûre. Non, juste un mot, c'est pour ça que j'ai appelé l'étude Genderscan, l'échographie. Bien joué. Well done. Voilà. Et donc, non, mais c'est important de prendre conscience que c'est pas, et c'est ce qu'on a voulu aussi montrer par les assises, en mettant tout le monde autour de la table. Il faut arrêter de se renvoyer la balle d'organisation en organisation, de tranche d'âge à tranche d'âge. Il faut qu'on agisse en fait tous ensemble et c'est vraiment pour nous une des solutions. Et on a proposé par exemple une grande campagne de communication, de sensibilisation. Et puis je pense que ce qui est nouveau aussi et qui va nous permettre de passer à l'échelle, c'est la notion d'interministériel. Parce qu'en fait le plan à l'égalité qui a été annoncé par Elisabeth Borne, qui est un pilotage en fait par le ministère de l'égalité sous Isabelle Rome, en fait c'est de l'interministériel. Donc ça veut dire qu'on va agir et avec le ministère de l'égalité et de l'éducation nationale et du supérieur et du numérique. Et donc normalement, on devrait y arriver à nous tous et toutes. Oui, qu'on puisse infuser et perfuser sur l'ensemble justement des ministères du gouvernement pour avoir un vrai travail d'équipe sans mauvais jeu pour le pôle opérationnel. Thierry, je voulais quand même aller voir de ton côté ce qui se passe quand on est un dirigeant d'entreprise et quand on a affaire à ces problématiques. Aujourd'hui, il y a aussi des lois, la loi X notamment, et la loi Copé-Zimmermann qui sont en application pour des tailles d'entreprise comme métier, mais pas que. Comment est-ce qu'aujourd'hui on vit justement cette parité? Oui, c'est un outil de productivité, même si on dit de façon un peu triviale comme ça, des équipes mixtes et ou à égalité hommes-femmes, ça permet d'aller plus vite que quand elles ne le sont pas. Donc aussi d'un point de vue business, et c'est pas un gros mot de le dire, comment est-ce qu'on le vit en tant que dirigeant? Moi, je l'ai bien vécu. Ah oui. Je crois que c'est c'est un signe de volonté. Le chef d'entreprise en a envie ou il n'en a pas envie. J'écoutais tout à l'heure le patron de l'EY qui disait j'ai décidé. Et là, il a décidé d'avoir une entreprise qui était parfaitement équilibrée entre les hommes et les femmes. Donc ça commence par la tête. Si la tête n'a pas envie de le faire, ça ne sera jamais mis en œuvre. Le faire vivre dans une entreprise, c'est simple et à la fois compliqué, parce que vous êtes confronté à un sujet qui est, si vous prenez une entreprise lambda qui est majoritairement masculine, et que vous voulez la faire évoluer, il ne faut pas contrarier non plus l'évolution naturelle que vous devez avoir par la promotion, et donc il ne faut pas être dans un moment où vous allez devenir facteur. Alors vous avez une base qui est très masculine. Donc comment vous rééquilibrez? Vous rééquilibrez en recherchant parmi les gens qui vous entourent, ceux qui ont les meilleures compétences en étant femmes, et vous leur donnez autant d'opportunités, si ce n'est plus, qu'avec les hommes. Et puis vous allez regarder à l'extérieur, au final, les personnes qui ont les compétences que vous cherchez. Au final, des compétences, il y en a aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de la totale égalité, et surtout dans le domaine de l'activité d'une entreprise. Vous trouvez des directeurs financiers, vous trouvez des directrices financières, vous trouvez des directeurs de marketing, vous trouvez des directrices du marketing, et ainsi de suite. Donc ça se fait plutôt, je dirais, relativement facilement. Voilà. Maintenant, moi j'ai toujours considéré que ce n'était pas parce qu'on avait une loi qu'il fallait le faire. Et donc on ça tombe peut aider quand même. Pardon ? Ça peut aider pour ceux ou celles qui n'auraient pas encore compris le message. Oui, ça permet de contraindre ceux qui n'en ont pas envie. D'accord ? Mais la réalité, c'est que dans le recrutement d'un dirigeant,
il faut aller chercher les soft skills qui vont permettre à ce dirigeant de faire détecter dans ce dirigeant un comportement qui sera un peu moins misogyne qu'il pourrait l'être, ou un peu moins réfractaire aux femmes qu'il pourrait l'être, ou un peu moins contre les femmes. Enfin, je crois que c'est simplement une posture et puis une conviction personnelle de dire, oui, j'ai zéro différence, j'ai même des avantages, si je peux le dire comme ça, parce que moi j'ai eu le plaisir de travailler j'ai eu la chance un jour de diriger un réseau qui était éminemment féminin, puisque j'ai eu le plaisir d'être le directeur commercial de Sephora. C'est un monde éminemment féminin. Et le nombre d'hommes est en infériorité numérique. La réalité, c'est que quand on rentrait dans le diagramme de l'entreprise, on voyait bien qu'il y avait une inversion et on revoyait exactement ce qui se passe dans l'univers de l'enseignement. Plus on monte, plus à un moment donné, au final, tout ça s'est résorbé assez naturellement. C'est-à-dire qu'en une décennie, tout ça s'est lissé. Donc, l'action du gouvernement, les lois qui ont été mises en œuvre ont permis de lisser. Il y a un élément qui me soucie plus, c'est je vois beaucoup d'associations, et il n'y a pas d'attaque personnelle, mais je vois beaucoup d'associations qui sont aujourd'hui très genrées féminines, clubs de femmes, et ainsi de suite, pour rééquilibrer le sujet. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire l'effet inverse? La réalité, c'est que la mixité, elle doit exister dans tous les domaines, à tous les niveaux, dans toutes les associations, y compris dans le mentorat. Avoir des jeunes femmes qui sont sur scène et qui, au final, sont valorisées, qu'elle soit valorisée ou mise en avant par un coach qui est une femme ou un coach qui est un homme, pour moi, ça ne fait pas forcément une grande différence. Je pense que ça fait partie de la société et que c'est le regard de la société qui font des... Et donc, petite attention à ça. Puis, il y a un élément que je retiens beaucoup, c'est qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que globalement, si on veut que les gens viennent quelque part, il faut que ce soit beau et que ça donne envie. Et globalement, vous ne pourrez pas dire à des jeunes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, venez travailler chez nous, venez dans un univers, et que cet univers ne leur donne ni le sens, ni le rêve. Et je crois qu'aujourd'hui, le travail qu'on a à faire en tant que chef d'entreprise, c'est de se rapprocher au plus près possible des établissements d'enseignement, pour leur faire partager ce que nous sommes, ce que nous vivons au quotidien, parce qu'il y a des métiers qu'ils ne connaissent pas. L'éducation nationale n'est absolument pas préparée pour ça. Et donc, on a une césure qui est tellement forte entre le monde de l'enseignement et la réalité, qu'il faut rompre cette réalité-là. Et je pense que tout le travail des associations qui aujourd'hui ramènent ces éléments-là en connexion, fait que maintenant, vous ouvrirez bien évidemment bien plus facilement les voies. Mais si j'ose dire, c'est aussi un travail d'acculturation qui va dans les deux sens, voire même dans les trois sens. C'est-à-dire que c'est de l'acculturation à la fois pour les apprenants à ces métiers, pour les enseignants et enseignantes, à aussi ouvrir eux-mêmes leurs horizons et se dire que les matières fondamentales ou de spécialités qu'ils sont en train d'enseigner peuvent être aussi mises en œuvre et en perspective de façon différente sur des cas pratiques et des cas métiers, mais aussi pour les entrepreneurs et entrepreneureux qui viennent partager leur passion et leur métier, comme peut le faire aussi Elle Bouge ou Sans l'entrepreneur par ailleurs, toutes ces initiatives qui sont complémentaires des vôtres, et qui là aussi peuvent se rendre compte de la réalité de l'éducation nationale aujourd'hui, et donc des futurs talents dans la recruter après. Et il y a un troisième élément, c'est la cellule familiale. Oui. Alors, les parce que la cellule familiale, je suis père, j'ai projeté, au moment de l'échographie, justement, j'ai projeté un avenir pour mes enfants, c'est normal. Et je pense que toute personne à peu près logiquement formée fait ce travail-là. Et qu'est-ce qu'on projette? On projette ce qu'on connaît, on ne projette pas ce qu'on ne connaît pas. Et donc là, il faut ouvrir la connaissance à la cellule familiale. Et comment on ouvre la connaissance à la cellule familiale? Alors moi, je vous dis, j'ai un ingénieur en économie circulaire. Si vous m'aviez dit que mon deuxième fils, mon premier fils, deviendrait ingénieur en économie circulaire, je vous aurais regardé en disant, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est lui qui m'a appris quel était son univers, c'est lui qui m'a amené dans ce monde, c'est lui qui m'a appris un certain nombre de choses, c'est lui qui me parle de code, c'est lui qui me parle d'un défi de travail dans une startup, donc il me parle d'appli. Et c'est cette ouverture-là, comment vous rompez la cellule familiale, est en fait le projecteur de ce que deviendra la génération qui va arriver. Et où s'installe énormément, on a beaucoup travaillé sur la question tout ensemble, des biais qui peuvent être absolument bienveillants au départ, justement, notamment sur les carrières scientifiques pour les filles, et sur
la crainte d'un non-équilibre pro-perso dans ces métiers qui est totalement faux. Je rappelle l'étude prodigieuse qui vient de paraître parce que ça va faire partie, ça va boucler la boucle sur votre discussion évidemment. On ouvre la discussion à vos interrogations dans un quart de seconde sur l'étude de 15 Tech et de Figure qui vient de paraître hier matin sur les inégalités salariales hommes-femmes dans la tech. Ce qui veut dire boucler encore une fois notre discussion, c'est une véritable question d'éducation et d'autonomie financière et qui est très importante pour rétablir ce biais ou gommer ce biais du non-équilibre pro-perso dans une carrière scientifique ou métier tech pour les femmes, ou au contraire, non seulement on gagne extrêmement bien sa vie, mais pour le faire, il faut aussi avoir des grilles salariales beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus transparentes, pour que les femmes puissent aussi avoir la possibilité de se situer par rapport aux rémunérations et se dire qu'à talent égal, il n'y a pas de salaire genré. On reboucle sur ce que je disais au début, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en fait, un des gros sujets en complément de tout ce que vous faites, c'est quand même de réussir à faire en sorte que les carrières soient attractives et que les femmes se retrouvent bien dans ces carrières, qu'elles soient bien rémunérées. Je pense qu'aujourd'hui, puisque la dernière question que tu avais posée, mais à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle, peut-être... N'hésitez pas à lever la main si vous voulez participer à la discussion et on volerait avec un micro jusqu'à la fin. C'était juste donc parce qu'il y avait les pistes pour l'avenir, parce que tu as ouvert sur les aspects solutions. Donc sur les aspects solutions, l'action qu'on va engager, donc on est toutes dans le même écosystème, donc on est en train de lancer, c'est mobiliser 100 000 ados en 2023. Donc parce que le point clé, c'est de réussir à changer d'échelle, il faut globalement réussir à mobiliser 100 000 ados, et des ados, c'est des filles, mais aussi des garçons, et c'est aussi les enseignants, et d'une certaine façon aussi arriver à atteindre les parents, parce qu'on a bien dit, le point clé, c'est de ne pas s'adresser qu'aux filles, il faut s'adresser aux garçons aussi, aux enseignants et aux parents. Ça, c'est le premier point, et ça doit nous permettre de générer une étude avec des éléments de crantage. Qu'est-ce qui marche pas? Parce que pourquoi est-ce que depuis 10-15 ans, on n'arrive pas à améliorer la proportion de filles dans les formations? C'est qu'on conduit beaucoup d'actions sans en mesurer l'impact. Donc il faut vraiment aller vers des actions dont on va systématiquement mesurer l'impact. Donc ça, c'est le point 1. Et sans faire de l'impact washing. Non, absolument. Absolument, c'est vital. Donc typiquement, par exemple, la deuxième version de l'exposition qu'on est en train de développer prend appui sur tous les retours qu'on a des enseignants et des ados, etc., sur la première version, etc., pour qu'elle ait encore plus de façon de percuter avec les ados. C'est le point 1. Deuxième point, c'est aussi, de la même façon que pour les femmes dans les métiers de la tech, il faut que ce soit, il faut qu'on s'y retrouve nous aussi. Il faut qu'on soit dans des métiers où on s'épanouit, où ça se passe bien. C'est la même chose dans les écoles d'ingénieurs, c'est la même chose dans les formations STEAM. Or, aujourd'hui, le compte n'y est pas toujours, d'accord ? On a des soucis, on le sait, il y a des problèmes de sexisme qui s'opposent, etc., et qui s'opposent de façon aussi, parfois, relativement aiguë, pas plus dans les écoles d'ingé qu'ailleurs, mais c'est pas moi non plus. Donc, il faut qu'elles s'adressent à ce sujet, et ça porte aussi bien sur les écoles d'ingénieurs que sur les formations STEAM au sens large. Donc là aussi, on est en train de regarder avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a le sujet que tu l'évoquais tout à l'heure, l'application de la loi Rixin, c'est des indicateurs, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer ces formations pour que être femme, quand on étudie dans ces domaines, ce ne soit pas trop lourd, et qu'il y ait aussi un certain nombre d'obstacles qui soient un peu diminués. Par exemple, on en a pas beaucoup parlé, il y a le sujet de la confiance en soi. Donc renforcer des éléments de cours, de confiance en soi auprès des filles, renforcer le mentoring auprès des filles dans les formations, un élément extrêmement important aussi. Ce sont des points sur lesquels on travaille avec eux, donc, auprès des étudiants, et sur les femmes, donc c'est des aménagements, typiquement, je ne sais pas si ça s'applique à UNOY, mais nous, ce qu'on a observé dans pas mal de grands groupes et les ESN, etc., c'est que, par exemple, souvent, donc, on dit, pour beaucoup de femmes, un des gros problèmes, c'est la maternité. Donc, en fait, globalement, quand on a un enfant, ça se passe dans les 10-15 ans qui suivent la prise de fonction, et c'est à ce moment-là qu'elle quitte. C'est souvent lié, les deux sont souvent liés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions ? Parmi les solutions qu'on peut développer, il y a des choses extrêmement simples, ce qu'on appelle des horaires flexibles. Pourquoi contraindre une femme à prendre un temps partiel quand elle veut s'occuper des enfants, alors qu'on voit en fait beaucoup plus d'hommes qui prennent des horaires flexibles que les femmes, diplômées des STEAM et dans des fonctions STEAM. Il suffit simplement d'introduire un petit peu de flexibilité, et quand on dit qu'une femme peut prendre quelques heures pour s'occuper de ses enfants, on lui évite de prendre un temps partiel, et on sait que le temps partiel, on est dans un cimetière, on ne peut pas être géré au niveau du potentiel comme tous les autres, d'accord ?
Donc ça vous permet de rester dans la course en tant que haut potentiel. Tous les dispositifs aussi d'accueil au retour de congé de maternité. Donc il y a des choses, si vous voulez, extrêmement simples, qui ne sont pas, du point de vue d'un dirigeant, des choses extraordinairement compliquées à faire. D'accord. Voilà. Je suis d'accord parce que j'ai toujours dit, la maternité, ça commence pas le jour où le congé de maternité s'applique. La maternité, ça commence bien avant. Il suffit juste d'avoir un regard sur une jeune femme qui est enceinte et d'avoir un tout petit peu de conscience et un peu de respect pour trouver toutes les solutions nécessaires pour qu'elle puisse vivre une maternité avant son congé de maternité, parce qu'on peut avoir des maternités qui sont plus complexes avant le congé de maternité. Et parfois on est fatigué, parfois c'est compliqué de se lever le matin, et parfois il faut savoir lever le pied à 15 ans d'après-midi. Et je me souviens, dans une entreprise où je suis allé, une jeune femme qui était responsable et à qui on a donné des opportunités. Je me souviens aussi qu'on a embauché une jeune femme qui, après son entretien d'embauche, nous a appelé en disant « mais je suis enceinte ». Bon, on l'a embauché. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Et même, Eh ben, je peux vous dire que ça a changé, ça change beaucoup dans l'état d'esprit de l'entreprise, ça apporte beaucoup de valeur, et puis au final, elle a vécu ça tout à fait normalement. Elle a travaillé avec nous jusqu'au moment où le congé de maternité est arrivé, elle nous a quittés, et elle est revenue. Et 15 ans après, je sais qu'elle est toujours dans cette entreprise, et elle est très heureuse. absolument. Et embaucher une jeune femme qui vous dit spontanément « mais je suis enceinte », combien de patrons le font? Et je rappelle aussi que l'Espagne vient de voter le congé menstruel. Mais c'est un problème. Absolument. Rapidement, peut-être la parole à Penny, parce que le temps file. Je crois que tout ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est qu'il faut des vraies politiques volontaristes pour y arriver. C'est-à-dire qu'on peut parler des quotas, on peut parler de plein de choses comme ça en débat, mais à un moment donné, que ce soit des quotas, des actions, de l'accompagnement au congé maternité, au retour du congé maternité, il faut une politique volontariste dans les écoles, sinon chasser naturel et revient au galop. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple de recruter des hommes, parce qu'il y a plus de candidatures hommes. Comment on fait pour recruter des femmes? Peut-être qu'on revoit les annonces, la technicité des annonces qui rebutent les femmes. Peut-être qu'on se forme au biais de genre et aux stéréotypes. Parce que le propre d'un biais de genre, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Absolument. Donc en fait, quand une Et femme qu'on lit peut une tous et annonce... toutes à notre niveau, Voilà, exactement. des biais genrés et des stéréotypes sexistes Exactement. au quotidien. Voilà, donc quand on est une femme et qu'on lit une annonce, en fait, on va vraiment cocher les compétences qu'on a. Et si on n'a pas 80% des compétences ou 90% des compétences sur l'annonce, on ne répond pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de candidature féminine, notamment sur les postes techniques. Et donc, on se pose vraiment toutes les questions à l'aune du regard de l'égalité femmes-hommes dans la tech. Il nous faut, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu économique, il manque de compétences, c'est un vrai enjeu social, parce que finalement, ça peut être un outil d'émancipation, tu l'as dit Marjorie, pour les femmes. C'est un vrai enjeu sociétal, parce qu'il y a aujourd'hui des biais de genre dans les solutions numériques qui sortent. Donc ça, c'est pas normal, on ne peut pas laisser faire. Pas laisser passer 50% des talents. C'est la baseline de femmes à numérique. Il fallait que je la dise quand même. Et je l'ai placée. Et donc, nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est au-delà des programmes, des actions en fait, qui sont mises en place. Et on parle de sensibiliser 100 000 élèves avec Claudine, très bien. Mais qu'est-ce qui arrive après à ces 100 000 élèves une fois qu'on les a sensibilisés? C'est ça l'enjeu en fait. C'est de les suivre sur toute la chaîne. On l'a dit, il y a une grande déperdition, c'est ton tuyau percé dont tu parles, Claudine. Et comment on fait pour, à chaque étape, mettre un sparadrap pour que, en fait, on ait ce flot de talents qui arrive jusqu'à l'univers professionnel. Et sans mauvais jeu de mots, sans besoin le sparadrap du capitaine Haddock. On prépare bien et on n'a pas besoin de le déplacer à chaque fois. Claude, tu voulais réagir également? Oui, je voulais dire que d'abord, il faut qu'on arrive à modéliser tout ce qui se fait. Parce qu'on voit bien qu'il y a ici ou là des expériences ponctuelles qui marchent, bien sûr, mais qui, pour autant, ne touchent que très peu, finalement, de personnes. Et donc, il y a un enjeu de passer à l'échelle, de modéliser ça, d'inscrire ça dans un système très institutionnel. Et que ça ne reste pas seulement une initiative ponctuelle, réussie certes, mais qui ne fait absolument pas ce qu'on appelle nous levier sur le système. C'est-à-dire que ça ne va pas changer les chiffres de la façon dont le système éducatif fonctionne et comment il est capable d'amener plus de jeunes à s'intéresser aux sciences dures, aux sciences de l'ingénieur, au numérique, etc., etc.
c'est-à-dire de lutter contre les préjugés, etc. J'indique d'ailleurs que la question de l'orientation est très compliquée, puisque heureusement nous sommes dans une démocratie, donc l'orientation est libre, c'est-à-dire que les élèves choisissent librement ce qu'ils souhaitent faire. Ils sont bien sûr, alors quand on les interroge, ils disent qu'ils sont influencés par personne, mais nous savons qu'ils sont assez peu influencés finalement par l'institution scolaire, où je redis quand même, pour poser les enjeux, un enfant, un élève, il ne passe que 12% de son temps annuel dans l'institution scolaire. Donc ça permet de relativiser le débat qui consiste à dire que l'école rate tout puisqu'elle ne réussit à faire rien du tout. Un enfant, un élève, c'est 12% de son temps dans l'institution scolaire. Tout le reste, c'est du temps hors scolaire. Je ne dis pas que ce n'est pas du temps qui compte, mais c'est que 12%. Donc ça permet quand même de rétablir les responsabilités des uns et des autres. La deuxième chose, c'est que est-ce que l'institution scolaire aura suffisamment de courage, moi je le souhaite, à ce qu'elle puisse faire des politiques de discrimination en faveur des filles. Dans l'éducation nationale, il y a des politiques de discrimination en faveur des personnes défavorisées, enfin des élèves issus des familles défavorisées. C'est ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Ça existe depuis très précisément le 31 décembre 1981. Mais il n'y a pas de politique institutionnelle sur la discrimination positive en faveur des filles. Alors, moi, par exemple, cette question, elle m'est souvent posée. C'est-à-dire, on me dit, ben oui, mais si vous mettez des quotas. Alors, nous, on n'appelle pas ça des quotas, parce que la loi ne nous autorise pas, on appelle ça des objectifs cibles. Si, par exemple, si, par exemple, on met en place des bourses de mixité, puisque la Première ministre, sur l'instigation de Femmes qui méritent d'Inria, a annoncé il y a quelques jours un plan de 10 000 bourses pour des jeunes filles, etc. Donc, si nous, on n'est pas capable d'amener 10 000 jeunes filles dans l'enseignement supérieur, aussi vous dire que ce plan, ça ne restera que des paroles. On est bien d'accord. Donc, est-ce qu'il faut mettre en place des bourses de mixité, c'est-à-dire donner un peu plus d'argent ou de l'argent à des jeunes filles qui s'engageraient dans les filières très déficitaires en filles, dans les sciences. Certes, il faut le faire, mais d'un côté, il faut faire son pendant, c'est-à-dire qu'on n'a plus de garçons qui aujourd'hui apprennent les langues anciennes, la philosophie, la littérature, qui sont aussi des façons d'apprendre à penser. Donc, vous voyez, il faut qu'on ait ces politiques d'équilibre, parce que sinon, on me dit, moi par exemple, je dis, dans Parcoursup, il y a... Tout le monde a entendu parler de Parcoursup, qui n'est quand même pas le bouc émissaire ou le maître de tous les mots. Peut-être en a-t-il et peut-il sans doute, sans aucun doute même être amélioré. Il y a des points supplémentaires quand on est boursier, pour pouvoir rentrer ou obtenir les choix que l'on a demandés. Eh bien, pourquoi dans certaines filières où les filles sont très minoritaires de genre, on ne mettrait pas des points supplémentaires aux filles qui sont candidates? C'est une discussion philosophique qui ne va pas de soi. Qui n'est pas d'ailleurs dans la culture de l'éducation nationale, qui pense que l'élève est neutre. La mixité scolaire, c'est très récent dans l'histoire de l'école, c'est très précisément le 28 décembre 1976. C'est le dernier décret d'application de la loi Abi, qui est la grande loi qu'on a appelée collège unique, mais qui est la loi de démocratisation et de massification de l'éducation nationale. C'est son dernier décret d'application au détour d'une phrase. Ça dit beaucoup sur la façon dont le système scolaire pense la question de la mixité et de la parité, et on s'est contenté de dire l'égalité, voilà, et on a pensé que la question, elle était réglée. Non, elle n'est pas réglée, l'école n'est pas égalitaire, parce que la société n'est pas égalitaire. Et donc, sur ces questions-là, est-ce qu'on va aller plus loin sur les politiques de discrimination positive? Moi, j'y pousse, bien sûr. Il y a déjà des pas qui ont été faits ces années dernières. Je pense que le ministre est très ouvert sur ces questions-là, puisque c'est à lui que revient évidemment les décisions. Et ça nous permettrait sans doute, à un moment où, ça ne va pas de soi, ce n'est pas un élan de la société sur ces questions-là, de pouvoir pousser un peu, de mettre des contraintes supplémentaires sur le système, sur nos enseignants, sur nos cadres, de le faire avec doigté, parce que vous avez bien compris que l'éducation nationale, parfois les contraintes, ils en ont un peu ras-le-bol, ceux qui au quotidien la font vivre. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des politiques d'équilibrage qu'il faut que
on reste dans les principes, bien sûr, de l'universalisme, qui sont les principes fondateurs de l'école républicaine, etc., mais qui nous permettent quand même de faire avancer là où il y a quand même besoin de suivre un peu plus l'élan social. Ce que je voulais dire quand même sur les questions de salaire, c'est 2 choses. C'est il faut que les chefs d'entreprise soient absolument persuadés et le disent plus souvent que la mixité, c'est une chance et que c'est un gage d'efficacité. Ça, c'est la première chose. Parce que la mixité, c'est un gage d'efficacité. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait une expérimentation sur l'Académie de Lille avec des universités, Lille, Valenciennes, etc., et une grande école d'ingénieurs qui s'appelle INSA Hauts-de-France. Et son directeur a fait des études, et les jeunes filles, ne sont pas nombreuses, 20%, qui sortent avec des diplômes d'ingénieurs de cette école, gagnent plus cher que leurs camarades garçons. Après, dans la carrière, ça se dilue, mais quand elles sortent de l'école, comme elles sont très recherchées, n'est-ce pas, c'est un vieux principe marxiste, mais ça fonctionne encore aujourd'hui. Elles gagnent, voilà, elles gagnent, ben oui, c'est, voilà, elles, comme quoi, vous savez, c'est voilà, la pensée. Et donc, elles gagnent plus cher que leurs camarades garçons. Mais effectivement, comme ça a été dit, au bout de 10 ou 15 ans, elles abandonnent très massivement, y compris à des postes de responsabilité et des postes bien rémunérés, les femmes, leur carrière dans la tech pour faire toute autre chose. J'ai failli dire la suite au prochain numéro, mais pas. Est-ce qu'on a justement une question, une réflexion à partager pour nos invités ici dans cette salle? Bravo. Attends, je t'avais dit le micro. Merci. Moi, j'avais une petite question. J'ai dans mon entourage pas mal d'enseignants, directeurs d'école, qui en fait savent pas l'entreprise privée, les métiers, ils savent pas ce que c'est en fait. Aujourd'hui, même nous, les métiers du numérique évoluent beaucoup, on n'arrive pas forcément tous à les suivre. Comment ça se passe pour que déjà les enseignants, qu'il y ait plus de lien entre l'école et l'entreprise? Je vois les stages de 3e, on en reçoit souvent, et à la fin de la semaine, ils sont là. Ah ouais, le métier c'est super, ça me donne envie. Voilà. Mais en primaire, par exemple, je sais que mon beau-frère est directeur. Il te dit, j'essaye de trouver des parents d'élèves à gauche à droite en demandant, mais est-ce qu'on ne peut pas créer de manière automatique des passerelles plus fortes dès le primaire entre l'entreprise privée et l'école? Alors, dès le primaire, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que... Je crois qu'il y a beaucoup de vocations qui arrivent en primaire. Voilà, bien sûr. Alors, peut-être qu'on peut... comment dire, dans le cadre de certaines activités scolaires ou périscolaires, parce que le temps de l'école, c'est 26 heures hebdomadaires dans le premier degré, donc c'est déjà, il faut déjà que nos élèves apprennent, alors je vais dire des choses absolument frappées au coin du bon sens, mais qui ne sont pas si simples que ça, à lire, à écrire, à compter, à manier un certain nombre de concepts, à avoir un certain nombre de références culturelles qui font partie aussi de notre patrimoine et de notre héritage commun. Mais par contre, on peut peut-être instiller dans nos programmes plus de sciences, c'est-à-dire qu'il faut que la question des langages et des nouveaux langages soit plus inscrite dans nos programmes et dans nos manuels scolaires. Parce que je n'ai pas beaucoup parlé de la question des programmes et des manuels, parce que c'est aussi une question extrêmement technique, mais je crois que dans notre société, nous n'avons pas fait une place suffisamment importante dans l'enseignement à tout ce qui est la technologie, l'industrie, la technique, etc., qui sont, qui sont un peu laissés de côté parce que notre école elle est l'héritière des humanités classiques, etc. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que dans les enseignants du premier degré, 75% de nos enseignants sont recrutés à partir des filières des humanités classiques, littérature, psychologie, sociologie, histoire, etc. Donc nous avons un grand déficit d'enseignants qui sont très peu formés sur les disciplines scientifiques. Donc depuis quelques années, en particulier les mathématiques, nous avons donc depuis 3 ans un plan qui s'appelle le plan Torossian-Villani, qui a pour objectif de réconcilier l'école avec les mathématiques et non seulement les élèves mais aussi leurs enseignants, parce que nous nous sommes aperçus effectivement que nos enseignants étaient sous-formés et qu'ils avaient une trop grande distance sur la question et une trop grande distance en matière de connaissances, donc de transmission après connaissance sur la question des sciences.
Donc cette question-là, c'est une question qui est prise à bras-le-corps, qui concerne aussi bien les enseignants, je dirais, que les enseignés. Parce que quand on a un professeur qui est, tout le monde sait ça, quand on a un professeur qui sait vous passionner, vous transmettre, je veux dire, le goût d'apprendre, et en particulier d'apprendre parfois ou sa discipline, ou son amour, je ne sais pas quoi, pour les mathématiques, pour la science physique, pour l'éducation physique et sportive, etc. C'est là qu'on accroche, parce qu'il y a une forte relation affective entre l'enseignant, sa discipline et normalement ses élèves. C'est très fort, ça, c'est très puissant et c'est très bien. Mais voilà. Et donc il y a aussi tout ce qui est autour du périscolaire que l'on peut faire et avec qui, je crois, on peut avoir vraiment tous des stages, par exemple de codage. On fait ça dans les collèges. On peut peut-être commencer dans le premier degré. Je vais passer le micro très rapidement à Laurence Moncourt qui voulait juste répondre à cette question-là. Et après, une dernière question. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est dans les lycées. Moi, j'ai participé. Je crois. Tu crois? Je sais plus où. Tu l'as été. Alors, pardon, excusez-moi. Ce qu'on peut faire, parce que j'ai participé quand ma fille était au lycée, au Forum des métiers. Et je trouve qu'on pourrait effectivement hacker les forums des métiers actuels en faisant des forums de métiers de la tech. Ouais. Et chaque forum des métiers, dans chaque lycée, effectivement, les métiers de la tech, on pourrait faire venir des entreprises qui sont dans la région, qui sont dans le département et qui sont dans la tech, à venir animer effectivement des stands, en même temps que les parents qui voient leur métier, qui sont de plus en plus assistés par la tech. Donc là, ça serait effectivement plus vivant. Deuxièmement, toutes les femmes CIO de la tech, on les fait revenir dans leur collège, on les fait revenir dans leur lycée pour dire « Moi, quand j'avais 16 ans, j'étais à votre place là. Et j'imaginais absolument pas qu'un jour je serais une femme leader et en plus je serais dans la tech. Et je reviens vous parler à vous en disant que c'est possible, même si vous êtes dans un lycée particulièrement difficile, dans un territoire particulièrement difficile. Ça marche, la preuve, j'en suis un exemple. Et puis, ce que je trouve intéressant et ce qu'on a découvert à Winningers quand on a imaginé un produit qui s'appelait, une offre pédagogique qui s'appelait Tech Your Place, T-E-C-H, Your Place, c'est de faire des conférences sur les grands enjeux de la tech. Donc, c'est quoi une conférence sur le métaverse, le NFT, IoT, qu'est-ce qu'on a d'autre, la cybersécurité, toutes ces grandes de l'intelligence artificielle, bien entendu, parce que les gens qui nous regardent et les gens qui sont ici le soir, il faut qu'ils puissent parler à leur petite sœur, leur petit frère, leur grande sœur, etc., pour dire effectivement, viens dans la cybersécurité, viens dans les IoT, viens dans l'IA, parce que c'est passionnant. Mais si on n'a pas, à un moment donné, de conférences de vulgarisation, et on a été très étonnés quant au pilote de Take Your Place, on a fait venir vraiment l'entreprise Bini qui nous avait reçus pour ce pilote-là sur les NFT, les filles étaient très intéressées parce que, effectivement, on voit ça sur les réseaux sociaux, peut-être prendre l'opportunité de c'est quoi un NFT, c'est quoi la crypto-monnaie, alors pas pour leur faire vendre, bien entendu, c'est pas ça, mais simplement pour comprendre. Certainement pas, parce que Winningers, c'est quand même beaucoup de mineurs, donc je ne fais pas de vente. Mais simplement pour comprendre. Voilà, en plus, c'est pas bon en ce moment. Ne serait-ce que pour comprendre les grands enjeux de la tech et donner envie, donner de la saveur à la tech pour que les filles viennent. Question rapide de Jean-Yves. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre responsabilité collective d'expliquer ce que c'est la tech. Et la tech, c'est pas forcément ce qu'on voit en fait sur son téléphone. Et ça, ni les jeunes ni les parents. Ce qu'ils voient, c'est probablement que à cause de la tech, il n'y a plus de caissière dans certains magasins. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils comprennent de la tech. Ce qu'ils comprennent de la tech, c'est qu'il y a du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce qui est visible en fait. Et nous, c'est notre responsabilité collective qui travaillons aujourd'hui dans la tech, d'expliquer que la tech, c'est autre chose. La tech, c'est pour la médecine, c'est pour réguler les réseaux sociaux, c'est pour mieux apprendre, c'est pour apprendre différemment, c'est pour sécuriser les réseaux sociaux, c'est pour améliorer la médecine, c'est pour mieux cultiver la terre, c'est pour... Nous aurons peut-être recommandé une émission que je ne connais pas du tout, qui s'appelle l'École du futur. Alors, moi, j'ai pas une question, je voulais faire une ou deux réflexions par rapport à tout ce que vous avez raconté. Vous avez dit quelque chose de très juste, Laurence, sur le. Il faut mettre des paillettes dans les yeux des jeunes pour qu'ils aient envie. Avant de monter Innova, il y a 15 ans, moi, je dirigeais un grand groupe de communication qui s'appelle McCann Erickson. Il y avait 80% de femmes. Alors, on s'occupait
L'Oréal, donc Laetitia Casta, Claudia Schiffer, Nespresso, Georges Clooney, et les filles, parce qu'il y avait 80% de filles, je peux vous assurer qu'elles rêvaient, elles étaient là, elles adoraient, elles étaient tous les top management, les meilleurs salaires. Il n'y avait pas du tout de problème d'égalité, je peux vous l'assurer. Ici, chez UNY, on essaye de réenchanter l'école pour redonner envie d'école. Et moi, je pense que tout passe par l'école, en fait. Bien sûr. Et même si c'est 12% du temps, on a un problème en France, c'est qu'on n'a pas de politique publique du numérique. Et les métiers de la tech, c'est pas que développeurs. Les métiers de la tech, c'est beaucoup de métiers. Chez nous, je vous disais, on a du mal à recruter des développeuses. Par contre, on a une équipe de conception des produits où il y a beaucoup de femmes. Donc les métiers de la tech, c'est beaucoup de produits très très différents. Et moi, je crois en une chose fondamentale, c'est que on réussira à promouvoir cette égalité homme-femme dans l'éducation d'entreprise et les métiers de la tech en pratiquant l'immersion le plus tôt possible dans le monde numérique des jeunes, le plus tôt possible. Ça veut dire que très vite, il faut les plonger dans ce que les outils numériques vont leur permettre de faire pour inventer le monde de demain. Et quand vous êtes plongé dans un univers où vous inventez le futur, vous avez les paillettes dans les yeux, vous avez envie d'y aller. Et là, malheureusement, je suis désolé, l'éducation nationale est très en retard, à tous les niveaux. Et ça résoudrait également beaucoup de nos problèmes. Regardez le PISA, regardez les 5 premiers pays du PISA, Singapour, Taïwan, Hong Kong, la Finlande, ont toutes eu des politiques numériques à 100% et ont mis au cœur du développement de l'éducation nationale les enseignants. Vous disiez tout à l'heure, on a 73% de femmes enseignantes. Moi, je suis fils de prof. Ma mère était agrégée de lettres classiques et elle avait cette passion, elle, du théâtre. Elle a converti des générations entières de gens au théâtre. Moi, je rêve d'avoir des femmes enseignantes formées au numérique, mais qui rêvent de le transmettre, qui rêvent d'apprendre aux enfants, donc filles et garçons, ce qu'ils vont pouvoir inventer grâce au numérique. Et là, je suis désolé, mais notre 27e place PISA, elle est aussi liée au fait d'une absence, et elle est liée à Macron, Hollande, Sarkozy, peu importe, elle est liée à une absence de politique publique dans la continuité pour imaginer la France du XXIe siècle dans un monde qui devient numérique. Et je vous assure que les filles exposées au lycée à ce qu'elles vont pouvoir faire dans le numérique choisiront les métiers du numérique. Mais c'est probable. Je vais devoir de la faire, les calculs sont pas bons. Les palettes dans les yeux, tout ça. Claude, on a à peu près 1 minute pour répondre et après je vous laisse networker. Je partage votre sentiment et votre analyse. Je pense que nos enseignants, nos jeunes, et comme c'est pas toujours le cas, mais la plupart de nos enseignants ne sont pas acculturés à cette culture du numérique, ils ne sont pas formés pour cela. Et donc on a un très grand enjeu sur la question de la formation de nos enseignants, sur la question évidemment de la place de la culture scientifique dans l'institution scolaire. C'est une question qui vient de très loin. Pour moi qui connais bien l'histoire de l'école, je comprends bien comment malheureusement ça vient de très très loin et que ça demande un peu de temps malheureusement, alors qu'il y a effectivement urgence comme on l'a dit. Moi je pense que cette question de la formation des enseignants, cette question de l'acculturation à ce qu'est la modernité, à ce qu'est le monde en transformation, dans un milieu qui s'est beaucoup refermé sur lui-même ces 20, 30, 40, 50 dernières années, si je puis m'exprimer ainsi, et qui n'est peut-être pas assez ou pas toujours suffisamment ouvert sur le monde, parce que aussi c'est un milieu auquel on demande beaucoup. La nation demande beaucoup aux enseignants, beaucoup plus d'ailleurs que dans d'autres pays. Et alors sur le classement PISA, bien évidemment je le connais, tous ces classements, TIMSS, PISA, etc., etc. Ce que vous dites est juste, sachant que les premiers pays c'est la Chine, Singapour, Taïwan, le Japon, la Corée. La Finlande, alors la Finlande, j'y suis allée pour voir un peu comment ça marchait. La Finlande, il y a 4 millions d'habitants en Finlande.
Évidemment, on n'a pas la diversité et l'hétérogénéité des publics qui sont accueillis aujourd'hui dans l'institution scolaire française et pour lesquels nous pouvons nous enorgueillir que nous accueillons tous les élèves, de toutes les familles, de toutes les origines. C'est ça l'école de la République. En Finlande, c'est pas du tout le même financement de l'éducation nationale, de l'éducation d'ailleurs, elle n'est pas nationale, elle est régionale. Vous voyez, donc ce sont des systèmes qui sont extrêmement différents parce que les conditions sont très différentes. Et en Chine, évidemment, la question de la culture des maths, elle est centrale dans la conquête du pouvoir en Chine, c'est-à-dire que la Chine est devenue une grande puissance parce qu'à un moment ou à un autre de son histoire, elle a décidé que la matière essentielle, ce seraient les mathématiques et les sciences. C'est une décision politique. Et après, le système éducatif a transcrit ça. Mais en l'occurrence, il ne faut pas aller chercher très loin. Je crois que quand les enseignants et enseignants français ont accueilli les enfants ukrainiens, les élèves ukrainiens, ils ont été extrêmement subjugués par leur niveau en maths et en sciences. Parce qu'on sait que dans ces histoires-là, dans les histoires des anciens pays communistes, etc., il y a une tradition à la fois très puissante de la science et très ancienne, c'est-à-dire qui remonte au début du XXe siècle, à ce que les femmes soient très très représentées dans les domaines scientifiques. Et évidemment, ça laisse des traces encore aujourd'hui dans les entreprises, dans la culture de ces pays-là. Dans les anciens pays de l'Est, en fait. Il y a deux pôles d'excellence au niveau PISA. Pareil pour la Chine. C'est l'Asie du Sud-Est et les anciens pays de l'URSS. Et c'est quelque chose qui se développe au Moyen-Orient. À limiter les métiers de la tech aux métiers de développeurs. Aujourd'hui, les boîtes de tech les plus performantes sont celles qui ont un UX et un UI performant, c'est-à-dire la capacité à concevoir une utilisation des technologies les plus fluides possibles. Et donc, attention, c'est beaucoup de métiers. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on montre mieux, nous, dans l'éducation nationale, et ça, on ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire que la tech, ça irrigue. Enfin, les métiers du numérique, c'est toute la société, y compris des métiers artistiques, le design, enfin, toutes les sciences du vivant. Tous les métiers sont aujourd'hui des métiers qui sont vers la transformation numérique, qui sont déjà et qui vont y aller très rapidement quand ils n'y sont pas déjà. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à mieux comprendre. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que ce qu'installait Peggy aussi tout à l'heure avec la maths numérique sur une idée je n'ai pas de modalité, mais de cohérence interministérielle sur ces questions justement des compétences tech, c'est la même chose dans les matières. En réalité, il y a de la tech qui se cache partout et comment est-ce qu'on donne une cohérence en pédagogie à 360 degrés pour en donner une réalité. Exactement. Tu voulais dire un dernier mot ? Oui. En fait, c'est le plan France 2030 du gouvernement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met les bonnes compétences pour arriver à un projet de société. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment un projet de société. C'est-à-dire que ça doit être sur le débat public, en fait, ce qu'on veut faire du numérique. Tout le monde n'est pas d'accord. Nous, on travaille en fait sur le sujet, donc forcément, on a envie de promouvoir le numérique. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, et je pense que ça doit être un vrai projet de société. Est-ce qu'on veut du médecin à distance ou pas? C'est une solution numérique. Mais est-ce qu'on l'évitera? Oui, mais d'accord, mais on doit avoir le débat parce qu'en fait, on ne peut pas l'imposer aux personnes. Si on veut que les jeunes en fait, choisissent ces filières-là, il faut aussi que les parents et qu'eux-mêmes soient convaincus que c'est un projet de société. Il y a un autre élément, c'est-à-dire que je pense que l'éducation nationale, elle est structurée pour enseigner les acquis. Elle n'est pas structurée pour enseigner le futur. Exactement. Et le vrai débat, il est là. C'est-à-dire comment on projette le futur. L'enseignement ne pourra jamais le faire dans un délai de temps court parce que l'armée rouge est quand même là, pour reprendre l'expression que vous avez prise. Et les seuls qui seront en mesure de le faire, ce sont les chefs d'entreprise qui viendront au sein de l'école et de l'enseignement pour vulgariser ce que sont les postes du futur, les postes pour les femmes du futur, et ainsi de suite. Mais si on compte le faire l'année prochaine avec l'éducation nationale, je pense qu'on a perdu d'avance. Oui, je pense que voilà. C'est pas comme et donc le futur, c'est vous. C'est beau.